le permet ou pas. Par la suite, nous allons définir en quoi consiste la normalisation des soins et des établissements de santé. Donc, on va comprendre c'est quoi la normalisation et pourquoi la nécessité de ces normes, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le domaine de la santé et comment elles peuvent aider justement à améliorer la qualité des prestations de soins. Par la suite, bien entendu, ce qu'on ne connaît pas, on ne le mesure pas. Donc, il faut connaître d'abord cette norme. Par la suite, il faut la mesurer. Donc là, on va aborder la notion de mesure. Et donc, comment mesurer cette norme? Et cette mesure nous permet d'arriver à quoi? Par la suite, on va évaluer, il faut évaluer pardon, cette conformité qui va nous permettre cette mesure, donc la conformité par rapport aux exigences de la norme. Donc, pour aboutir au final à cette certification, et là, il faut distinguer entre les deux notions importantes, à savoir la certification et l'accréditation. Par la suite, bien entendu, cette stratégie, si on peut dire, cette politique qualité va être mise en œuvre au sein des établissements de santé et on connaît tous les obstacles, mais là, je vais essayer d'identifier avec vous, si vous voulez, un certain nombre d'obstacles de mise en œuvre de cette norme pour lesquels, bien entendu, il faut réfléchir pour apporter des solutions pour qu'ils soient d'abord des préalables à la bonne mise en œuvre de cette norme. Et puis, je terminerai par une brève présentation de, si vous voulez, de l'implémentation d'abord de cette norme qualité au sein des structures hospitalières, par la suite du processus de certification. Et je vais expliquer pourquoi cette certification et quels sont ses avantages. Est-ce qu'elle a un caractère obligatoire ou plutôt volontaire? Voilà un peu comment va se dérouler ce cours. J'ai l'habitude toujours de donner des citations par rapport à tous mes cours. Donc là, j'ai donné ces citations, pardon, qui fait la norme détient le marché. Donc à partir de là, on peut comprendre que la norme, c'est beaucoup plus vendre un produit. Donc on s'accapare ainsi, puisqu'on exige nos normes. C'est à nous, par la suite, d'élaborer des normes et de les imposer sur un marché. Et puis, rien n'existe avant d'être mesuré. Ça veut dire que cette norme-là, elle doit permettre la mesure pour pouvoir dire qu'on répond aux exigences ou on répond aux normes. En tous les cas, mettons en tête tous que avec nous tous, ou sans nous, les normes sont là. Il y a des normes de production des produits, des dispositifs médicaux, il y a des normes par rapport aux médicaments, ce qu'on appelle les produits hospitaliers, l'immobilier, normalisé. Même le comportement et les pratiques médicales sont normalisées, mais via des guides de bonnes pratiques beaucoup plus. On verra pourquoi. Question principale qu'il faudrait se poser pour le domaine de la santé. La première question qui m'est venue à la tête est la suivante. Quels sont les principaux enjeux concernant les soins de santé? Pourquoi on s'intéresse à ces soins de santé? Là, c'est vraiment stratégique et ça rentre dans le cadre global imposé par l'Organisation mondiale de la santé. Je vais expliquer ça par la suite. En quoi les normes ISO peuvent-elles les aider? Comment elles peuvent améliorer et aider les soins de santé? Et puis, quels sont les changements auxquels on peut, ou les améliorations auxquelles on peut s'attendre? Voilà donc les questions qu'il faudra noter. Par la suite, on essaiera ensemble de leur trouver une solution une fois ce cours terminé. Je vais planter le décor à travers, euh, si vous voulez, un aperçu sur la complexité du système de santé. Malgré qu'on s'intéresse aux établissements de santé qui sont, bien entendu, le terrain sur lequel se déploie toute politique de santé, ceci dit, elle dépend d'un cadre global. Un cadre global qui est là pour assurer la bonne gouvernance, le bon pilotage de cette qualité, politique qualité, qui va être mise en œuvre au niveau pratique, au niveau des structures hospitalières. Euh, le système de santé dans sa globalité, c'est des processus nombreux, hein, et en partie non standardisables et à évolution rapide.
Cela veut dire quoi? Nous avons des processus d'approvisionnement, nous avons des processus de prise en charge du patient, nous avons des processus thérapeutiques, nous avons des processus comptables, nous avons des processus financiers, tous les processus. Et ces processus-là, ils se complexifient de plus en plus, notamment à travers l'introduction d'autres variables de l'environnement, parce qu'on ne peut plus gérer un hôpital comme on va isoler comme ça, en aparté, mais il est intégré dans un environnement, il reçoit les difficultés de leur environnement. Donc, quand on pense qualité, politique qualité, il faut s'inscrire dans cet environnement. Je m'explique. Si, par exemple, dans la politique qualité, nous voulons éradiquer ou éviter certaines, par exemple, infections. On reçoit des malades, on reçoit les parents des malades, on reçoit les gardes malades. Est-ce qu'eux aussi, ils doivent répondre à cette qualité? Donc, par exemple, la gestion des déchets aussi. Donc, c'est un élément aussi dans le cas de la politique qualité. Si, par exemple, dans la politique qualité, nous voulons éradiquer ou éviter certaines, par exemple, infections. On reçoit des malades, on reçoit les parents des malades, on reçoit les gardes malades. Est-ce qu'eux aussi, ils doivent répondre à cette qualité? Donc, par exemple, la gestion des déchets aussi. Donc, c'est un élément aussi dans le cas de la politique qualité. Impacter l'environnement, interne ou externe, ça rentre aussi vous voyez, donc ça s'inscrit dans un cadre global. D'où cette approche systémique. Ceci dit, on ne peut pas agir sur une variable ou un élément en omettant l'autre. Il faudrait que tous les processus internes, et notamment ceux de l'environnement, et notamment ceux de la gouvernance, marchent des mêmes pas. Sinon, il n'y aura pas des résultats probants en pratique. L'environnement interne ou externe, ça rentre aussi vous voyez, donc ça s'inscrit dans un cadre global. D'où cette approche systémique. Ceci dit, on ne peut pas agir sur une variable ou un élément en omettant l'autre. Il faudrait que tous les processus internes, et notamment ceux de l'environnement, et notamment ceux de la gouvernance, marchent des mêmes pas. Sinon, il n'y aura pas des résultats probants en pratique. Les métiers sont multiples. Nous avons des paramédicaux, nous avons des médicaux avec les différentes spécialités et avec des pratiques en évolution constante et sociologie particulière. Ça veut dire quoi, sociologie particulière? Donc, chacun, il perçoit différemment de l'autre cette politique qualité. Donc, ça peut créer un obstacle et impacter la mise en œuvre de cette politique en interne. De réduire, par exemple, les coûts. Je peux prendre tel équipement pour le même résultat à bas prix, ou à prix abordable, qu'un équipement plus cher, mais dans le résultat est le même. Donc là, il va avoir l'ingérence du chef de service qui va, du fait justement de cette primauté, la primauté de la technicité qui lui confère le pouvoir de décision. Donc tout cela, c'est des problématiques qu'il faudrait régler au préalable dans le cadre de la gouvernance interne des établissements de santé. Euh, Aussi, la qualité, elle est subjective. D'abord, c'est connu. Et plus particulièrement au sein des structures hospitalières, vous avez la qualité perçue par le patient, elle est différente de la qualité perçue par le médical, elle est différente de la qualité perçue par le paramédical, elle est différente de la qualité perçue par les administratifs, etc. De pas entraver, pas encourager, elle va plutôt ralentir cette mise en œuvre de la politique qualité. C'est le fait euh, des problématiques de la non-qualité qui sont pas visuelles. Ça n'apparaît pas comme ça à l'une. Je m'explique. Par exemple, si dans le cadre de la politique qualité, nous décidons, nous directeurs, par exemple, d'éviter d'anticiper sur certains risques en termes, par exemple, d'infection, risque de diminuer le taux de réadmission, etc. Donc, on peut pas calculer, si vous voulez, le coût de cette qualité. Et d'autant plus que ce coût de la non-qualité,
Il est beaucoup plus assuré par les pouvoirs publics, par la sécurité sociale, l'État, etc. Donc, il n'y a pas une réelle, si vous voulez, implication par la suite des personnes qui vont mettre en œuvre cette politique qualité. Donc, ce qu'on appelle, il y a un manque d'incitation à la mise en place de la politique qualité. Donc, voilà un petit peu un aperçu par rapport à cette complexité du système de santé en général. Et cette complicité, automatiquement, elle impacte les établissements de santé lors de la mise en œuvre de cette politique de santé. Donc voilà, si vous voulez, le schéma tel qu'il est prôné par l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous avons les éléments constitutifs du système en général et bien entendu les objectifs du système de santé, c'est permettre l'accès, la couverture, la qualité et la sécurité des patients. Et vous avez, dans le cadre de la mise en œuvre des normes qualité, il faudrait agir sur les prestations de services de soins, il faudrait agir sur le personnel de la santé, il faudrait agir sur les systèmes d'information sanitaire, il faudrait agir sur tout ce qui est technologie et les aspects des médicaments, il faudrait agir sur le système de financement et il faudrait agir sur la direction et la gouvernance aussi du système. C'est ce que je dis il y a un instant. Donc, je ne peux pas agir sur un aspect en omettant un autre du fait de cette approche systémique de la gestion hospitalière. Juste un petit rappel que vous avez vu avec ma camarade hier, pardon, en ce qui concerne le management de la qualité, parce que je vais m'inscrire dans la même démarche. Mais nous allons beaucoup plus travailler sur les aspects de normalisation de certification et d'audit de certification. Le management de la qualité vise à garantir donc que les soins et services fournis répondent aux normes. Donc déjà, il faut comprendre c'est quoi la norme, comment identifier la norme, comment élaborer la norme et pourquoi la norme. Par la suite, elle doit s'inscrire dans une démarche globale et continue. Et bien entendu, ce qu'on appelle le PDCA, hein, la roue de Deming, que vous avez vu aussi hier, pour essayer toujours de rectifier via ce qu'on appelle des itérations ou là des rétroactions, de manière à identifier ce qui ne va pas et essayer d'apporter des solutions et par la suite mettre la solution et suivre à nouveau, etc. C'est ce qu'on appelle donc l'amélioration continue, qui est une des exigences aussi de la norme ISO 9001 version 2015. Que préconise la loi de santé, la nouvelle loi de santé pour les établissements de santé en Algérie? Donc là, il y a pas mal de lois qui rentrent dans le cadre beaucoup plus global. Comment est-ce que les établissements de santé peuvent impacter et peuvent contribuer justement à l'amélioration de la santé, de la sécurité de la population. Donc, je rentre pas dans cet aspect-là. Mais là, par rapport à l'évaluation et audit des structures et établissements de santé, section 7, j'ai identifié 3 articles. Voilà, donc nous avons l'article 324 qui parle de l'évaluation et l'audit des structures et établissements de santé doivent permettre de procéder régulièrement à l'analyse et à l'appréciation de la gestion des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer la qualité des soins, la régulation, la maîtrise des coûts, l'efficience de l'offre de soins et la sécurité. Donc, la loi en parle. Bien sûr, par la suite, je vais définir c'est quoi l'évaluation et c'est quoi l'audit, parce que nous avons l'évaluation, l'audit, le contrôle, l'inspection, le suivi. Donc, et généralement, il y a une certaine confusion entre ces notions, il y a une certaine ambiguïté, alors que chaque notion poursuit euh, un objectif bien précis. L'article 325 aussi, il parle des structures et établissements de santé doivent, donc c'est une obligation, procéder à une évaluation interne de leur gestion. Évaluer en interne. Ceci déjà nous renvoie, c'est comme si on sera amené à faire de l'audit à blanc, d'accord, sur la base d'un référentiel, en préparation, bien entendu, d'une amélioration ou d'une certification ou autre.
de leur activité ainsi que des pratiques professionnelles utilisées en leur sein et élabore un rapport d'évaluation interne selon les critères et méthodes définis par les services compétents du ministère de la Santé. Donc là, on comprend que ces méthodes-là, ces critères-là, donc bien entendu, sera votre tutelle. L'article 327, la procédure d'audit est engagée à la demande de l'établissement de santé. Elle a pour but d'obtenir une appréciation indépendante sur la gestion, la qualité et les coûts des prestations qu'il offre, à l'aide des normes, d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques, les résultats, les différents et des différents services et activités qui le composent. Mais là, il termine par ça, l'audit est réalisé par les services concernés du ministère chargé de la santé. Donc, si que normalement, la démarche d'audit et de certification, elle est volontaire, à part pour certains établissements ou certaines organisations, telles que les organisations de santé, des exigences de santé et de sécurité, il peut y avoir un caractère obligatoire. Donc, c'est une culture qu'il faudrait instaurer dès maintenant, car tout retard sera préjudiciable au système de santé dans sa globalité. Par rapport à l'article 256, lui, il stipule qu'un contrôle de qualité des laboratoires est assuré par les services compétents du ministère de la Santé conforme aux procédures et normes en la matière. Donc, on peut aussi ce qu'on appelle auditer, c'est ce que se passe dans les laboratoires d'analyse, dans la pharmacie de l'hôpital. Tout ça, c'est des processus internes aux établissements de santé. Bien entendu, chaque processus, il a ses normes spécifiques. Quand je parle, par exemple, de plateau technique, il a ses normes. Quand on parle de laboratoire, il a ses normes. Quand on parle des médicaments, ils ont leurs normes. Même ce qu'on appelle des locaux qui abritent ces médicaments, tout est normalisé. Donc, il faut prendre conscience de ces différents normes pour qu'on puisse les mettre en œuvre et d'autant plus que il y aura des contrôles, il y aura des audits qui seront effectués, bien entendu, par le ministère de tutelle qui a lui-même proposé cette formation. Donc, on avait tout à l'heure parlé de la qualité et la perception qui est différente d'un acteur à l'autre. Et là, on va voir la qualité du point de vue des médecins et des soignants, du point de vue des patients et du point de vue de son entourage. Et j'aimerais bien par la suite avoir le point de vue des administratifs qui vont mettre en œuvre via leur gouvernance interne cette politique de santé. Mais toutefois, il faut essayer de converger ces perceptions dans le sens d'améliorer la prestation de soins dans sa globalité. Pour les médecins et les soignants, il faut avoir des traitements efficaces et sécurisants, délivrés au bon moment. Ça veut dire améliorer donc, quand je dis délivrer au bon moment, ça veut dire améliorer les processus logistiques, le processus soignant de dispensation aux patients. Voyez, une équipe bien organisée, c'est l'organisation de la structure de partage des rôles et des responsabilités dans une équipe. Donc ça aussi, c'est normalisé. Les équipements et informations nécessaires pour prendre en charge le patient, le temps de s'occuper du patient. Pour le patient, c'est être soigné, se sentir bien, être écouté, être dans un endroit réconfortant et sécurisant, pardon. Pour son entourage aussi, il est aussi un acteur, c'est être écouté, être informé et surtout faire confiance dans les établissements qui dispensent de soins de santé. Pourquoi les normes en santé? Pourquoi les normes? Tout simplement, on a vu que les normes représentent un gage de qualité pour la clientèle. OK? Donc, il peut y avoir plusieurs perspectives par rapport au point de vue des différents acteurs
qui vont participer à la mise en œuvre de cette politique qualité. Donc, nous avons la perspective clinique, donc de par les professionnels de la santé et des paramédicaux, celle du patient, eh bien oui, parce que le patient est un acteur de la qualité, donc il faut améliorer son expérience patient au sein des structures hospitalières, et puis aussi celle de l'organisation et de l'administration. Et là, nous avons des normes. Le champ des normes, il est très vaste dans le domaine de la santé parce qu'au final, la santé, c'est un, si vous voulez, on reçoit des outils informatiques de santé, on reçoit des produits de santé de différents types, on reçoit des différents pour essayer d'améliorer l'hygiène des produits tels que l'eau de Javel, les détergents, etc. On reçoit, ça veut dire c'est un réceptacle de toutes les productions, hein, qu'elles soient locales ou importées. D'où la nécessité, c'est ce qu'on appelle donc là l'approche systémique. Alors, je crois que comme il faut que tout marche d'un même pas. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire agir si le secteur, par exemple, qui produit les détergents est en retard. Je vais pas essayer d'imposer la politique qualité en interne. Non, je vais essayer de mettre les dispositifs et les normes de qualité en interne, mais toutefois, je vais exiger du marché la possibilité d'améliorer sa production pour assurer justement cette politique en interne. C'est ce qu'on appelle donc cette approche globale de la qualité dans le système de santé. Pourquoi donc a-t-on besoin euh, des normes ISO en matière de santé? Pour permettre l'accès aux services de santé, pour à des soins, parce que je peux avoir l'accès, mais je ne peux pas avoir mon diagnostic ou là mon médicament ou là ma prise en charge, à des pratiques et dispositifs médicaux sans danger. D'accord? Ça veut dire quand je prends parce que je peux faire des erreurs médicales lors des interventions. Donc, on va essayer d'améliorer ce qu'on appelle les procédures de bonne pratique hein, au niveau de la pharmacie, au niveau du laboratoire, au niveau même des pratiques médicales. Des solutions efficaces en termes de coûts, surtout essayer d'élaborer des protocoles, des procédures qui vont nous permettre d'arriver au même résultat en termes de qualité, mais à moindre coût. Là, j'ai donné quelques exemples justement parce qu'il y a eu des erreurs de médication. Donc, il y a des normes d'identification des médicaments qui ont été élaborées à l'échelle mondiale. Il a commencé aussi par la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je sais qu'il y a des hôpitaux qui, euh, qui pratiquent certaines certaines procédures de médecine chinoise telles que l'hôpital de Ben Aknoum. Donc, il y a déjà des normes qui sont publiées dans ce sens. Donc, en 2014 et 2015, qui ont été élaborées par le comité 249. Et nous avons aussi un certain nombre de systèmes de management de la qualité des dispositifs médicaux. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques-uns. Et puis, nous avons aussi les systèmes de management de la qualité des services de santé, services hospitaliers, les laboratoires, les traitements en ambulatoire, services de soins, les premiers secours. Tout est normalisé. Euh, Pourquoi je parle de normes pour les dispositifs médicaux? Je parle des normes pour, au final, les normes pour un produit tangible. Mais quand il s'agit de la prestation de soins, surtout par rapport à la prestation médicale, on parle de bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas standardiser un acte médical du fait justement que les patients euh, sont impactés d'une manière différente par rapport à tel ou tel choix thérapeutique ou par rapport à tel ou tel type de protocole médical. D'un et de l'autre par rapport aussi à la relation entre patient et médecin ou paramédical qui est, euh, qui est très subjective.
D'accord? Il y a certains patients pour lesquels on est plus à l'aise, il y a d'autres, on est réticent, etc. Donc, c'est pas très standardisable, donc on peut pas mettre des normes, mais à la rigueur, on peut ajuster, on peut améliorer cette prise en charge via justement ce qu'on appelle les guides de bonne pratique, qui doit être élaboré avec l'ensemble des professionnels qui pratiquent la même discipline. Donc voilà les normes relatives au système de management de la santé. Il y en a plusieurs. Donc là, j'ai supprimé certaines normes. Là, j'ai repris juste la série ISO 9000 des systèmes de management de la qualité. Vous voyez, on trouve des normes par rapport aux dispositifs médicaux, des normes par rapport au laboratoire de biologie médicale, des normes par rapport aux exigences générales concernant les compétences des laboratoires, d'étalonnage et des essais, pardon, système de santé, système de management de la qualité, application de la norme ISO 9001 version 2015 aussi, aux soins de santé, par rapport à la maintenance des dispositifs médicaux, etc., etc. Donc, il y a un arsenal vraiment dense et même pléthore, je dirais, en termes de normes. Alors, c'est quoi norme? C'est quoi la normalisation? C'est quoi tout ce nouveau vocabulaire? La normalisation, elle n'est rien d'autre que, euh, un ensemble d'étapes qu'on doit entreprendre pour identifier une norme. D'accord? Et cette norme-là, c'est une référence pour lesquelles l'ensemble des acteurs dans les établissements de santé doivent se référer pour faire une activité, réaliser un soin, acheter un produit, communiquer avec un patient, communiquer entre eux, gérer, etc. OK? Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de rationaliser, simplifier, éliminer, réduire le coût et réduire les temps morts, les temps perdus. Et augmenter surtout la sécurité de l'ensemble des acteurs établissements de la santé. Donc, regardez comment est-ce que l'organisme international en 2004 a défini la norme. C'est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour les usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour pour des activités et leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Donc, c'est quoi? Donc, on comprend que la norme, c'est un consensus. D'abord, il faut comprendre comment on crée cette norme. Au final, c'est quoi? À l'échelle internationale, nous avons un organisme international, bien sûr, malheureusement, au niveau duquel l'Algérie est juste un membre observateur, euh, parce qu'il faut produire pour essayer d'imposer les normes. D'accord? Mais toutefois, on peut élaborer nos normes, hein, adaptées à notre contexte dans certains domaines. La norme, on n'est pas obligé de l'adapter dans sa globalité. Nous avons des exigences. Je pense que ma collègue d'hier vous a expliqué, il y a des exigences. On doit les appliquer, mais pour essayer de donner cette marge de manœuvre au contexte différent des hôpitaux, et il y a ce qu'on appelle, il y a certaines recommandations pour lesquelles vous êtes libre d'adapter tel ou tel aspect ou d'améliorer l'aspect ou de proposer une solution adaptée à votre contexte. Voilà, c'est pour ne pas être trop exigeant et pour qu'on permette justement d'aller vers cette politique qualité. En pratique, comment donc elle va se présenter cette norme? Elle va s'opérer par l'élaboration d'un référentiel, sa publication, d'accord, par la suite, sa communication. Par exemple, donc, sur la base, par exemple, de la norme ISO 9001 version 2015, il y a un référentiel bien établi que nous devons suivre, mais on peut identifier certaines normes, des exigences, on doit le proposer quand on met une politique qualifiée. Il dit l'audit, par exemple, l'auditeur, la première question au niveau de checklist, c'est l'engagement de la direction.
va vérifier est-ce que réellement, même si vous avez l'engagement, mais la direction ne s'est pas vraiment impliquée, par exemple la disposition des moyens, la mise en œuvre, ce qu'on appelle la disponibilité des moyens matériels, financiers en termes de formation, etc. Donc, il n'y a pas un réel engagement. Donc, l'auditeur, il va constater ça. Donc, il suffit pas de faire un audit pour le faire, non, mais on fait un audit pour améliorer l'existant. Donc, une norme, tout simplement, c'est quoi? C'est un énoncé de la qualité étendue. Voilà la situation dans laquelle nous sommes et quelle est la situation à laquelle nous aspirons arriver. Donc, cet écart, il va être mesuré par un standard. Et ce standard-là, c'est la norme, à tous les niveaux. Au niveau de la gestion financière, au niveau de la gestion logistique, au niveau de la gestion économique, au niveau de la gestion des achats, même au niveau des pratiques médicales. D'accord? Au final, elle va identifier cet homme qui doit faire quoi et de quelle manière elle doit être faite parce qu'il faut responsabiliser. Donc, vous avez par exemple un écart quelque part. On va identifier l'écart, l'analyser, mettre en place un responsable pour essayer de trouver la solution. Par la suite, il va la mettre en œuvre et rebelote. C'est ce qu'on appelle la roue de Démic. Pourquoi faut-il des normes? وعلاش عم يقلقوا فينا رانا موالفين نخدموا هكا. Ok. Alors, pourquoi les normes? Parce que tout simplement, je vous donne un exemple très simple, ce qu'on appelle on veut dire un sens, euh, une analogie. Par exemple, comme une voie, par exemple, je suis mécanicien, d'accord? J'ai une voiture qui est en panne. Je dispose en ma possession des instruments, d'outils, dans une caisse. Ok. Mais c'est pas pour autant que je vais réussir mon intervention sur la voiture. C'est le même cas. Vous avez toutes les possibilités, les outils de gestion. D'accord. Bien sûr, il faut améliorer certains, mais je sais que on peut intégrer certaines certaines modifications, si je peux dire, ou l'amélioration dans le système de gestion hospitalier, à commencer par le statut qui, euh, qui bloque. Pourquoi? Parce que quand on parle de la qualité, on parle de l'autonomie. Il faut donner de l'autonomie aux responsables qualité euh, parce qu'il faut la gérer comme étant un projet hein, en interne avec un pilote de projet et une équipe projet qui doit avoir toute son autonomie pour réussir réellement cette mise en œuvre de la politique qualité. Donc, il y a quelques obstacles qu'il faudrait, si vous voulez, évincer ou la corriger pour qu'on puisse aller vers la qualité. Mais déjà, il faut s'inscrire dans le changement de ce qu'on appelle des perceptions, développer une culture via ces formations, via la sensibilisation pour un premier temps, pour essayer de baliser le terrain, hein, pour qu'on puisse mettre en place la politique qualité. Donc, les normes, elles font quoi? Elles rendent explicite la définition de la qualité, fixer un but, par la suite mesurer l'atteinte du but. Parce que c'est vrai. La norme, elle vous donne un but. Et quand on a un but, on peut le mesurer parce on va mettre en place des indicateurs de mesure de ce but. Alors, comment cette norme nous aide-t-elle à définir la qualité? Par l'identification des intrants essentiels. Parce qu'au final, la qualité, voilà le schéma. Je préfère commencer par ce schéma, qui est bien entendu aussi une norme. Vous voyez que même la prise en charge du patient est normalisée. Donc, nous avons euh, les niveaux de la gestion hospitalière. Donc, le niveau supérieur, c'est la direction, hein, c'est la direction générale qui met en place la politique, qui valide, qui approuve le référentiel qualité, etc. Les rapports par la suite qui vont se faire.
Le cœur de métier de l'hôpital, on l'appelle là le processus clinique parce que c'est le cœur de métier, c'est la production de soins. Et nous avons les ressources, toute la logistique, la ressource humaine, les ressources financières, la formation, les ressources, la gestion des ressources humaines, etc. Tout ça, c'est des fonctions support qui aident ou là qui consolident le bon déroulé. Ce qui rentre dans ce processus-là, clinique, en termes de médicaments, en termes d'équipements, en termes de dispositifs, en termes de personnel, de compétences du personnel, parce qu'il va être utilisé dans ces processus-là, va impacter l'élément de sortie qui est mesuré en termes de l'état de santé ou là le résultat du processus clinique. Hein. Donc voilà, donc on voit que, je reviens donc à la précédente diapo. Donc, comment les normes nous aident-elles? Elles vont nous aider à identifier les entrants essentiels. Donc, qu'est-ce que je vais faire entrer dans mon processus hein, pour qu'il puisse donner un bon résultat. Donc, il faut que je travaille en amont. Par l'identification des processus nécessaires, vous avez vu hier avec ma collègue l'approche processus qui est un des concepts clés du management de la qualité, version 2015. Donc, il faut identifier les différents processus et élaborer la carte processus de chaque fonction qui se fait au sein des structures hospitalières et par la description des intrants. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme résultat. Voilà, donc c'est la norme qui nous le dit. Ce n'est ni moi, ni vous, mais c'est des exigences de, de la qualité. Donc voilà, j'en ai déjà parlé. C'est quoi la mesure de la qualité? Donc vous avez l'état actuel et voilà l'état espéré ou l'état attendu. Donc nous allons nous avons cette différence en trait vert là, qui représente l'écart entre la performance réelle et la performance attendue, qui va être justement mesurée en mettant en place des indicateurs de mesure. Par exemple, diminuer les infections nosocomiales pendant l'année 2025, par exemple, de 10%. C'est un indicateur de mesure pour essayer de se rapprocher d'un standard normalisé. Donc voilà pour ce qui est de la mesure de la qualité. Pourquoi donc le but de la mesure de la qualité? C'est pour déterminer que l'organisation a atteint les standards établis, hein, sur lesquels même on s'est entendu dans le référentiel qualité, identifier les problèmes pour atteindre les standards, pourquoi nous n'avons pas pu atteindre nos standards, donc mesurer l'écart, et cet écart-là, on va essayer de lui trouver une solution, de l'améliorer. Et puis, surtout, déterminer si ces améliorations demeurent en place une fois que l'organisation les a effectuées dans ses intrants et processus, parce qu'il faut toujours s'inscrire dans la durabilité. OK? C'est ce qu'on appelle le PDCA, l'amélioration continue. Il faut toujours vérifier. C'est pour ça, même si nous avons pu être, je vais sortir un petit peu du cadre des structures hospitalières, toute organisation qui est certifiée bonne ISO 9001, de manière régulière, euh, euh, par des audits réguliers, et des évaluations régulières, pour essayer de pérenniser ce processus de certification, cette certification. Sinon, elle peut lui être ôtée. On peut retirer cette certification si toutefois, euh, après avoir fait un deuxième audit, il s'est avéré que le processus n'est pas inscrit dans la durée. Donc, la conformité au final, c'est quoi? C'est de démontrer que euh, un produit, de médicament en l'occurrence, par exemple, l'alcool, le processus, tous les processus, bien sûr, il faut identifier processus de recrutement des compétences, processus de communication, processus d'élaboration des plans, processus de prise en charge du patient, tous les processus
Tous les systèmes, euh, toutes les personnes sont respectées. Ça veut dire qu'il y a des exigences que nous allons mettre au niveau d'un référentiel qui vont devenir des standards et c'est une référence par la suite pour que nous puissions mettre en œuvre cette certification. Voilà. Donc, pour des besoins de certification, je ne parle pas d'accréditation. Euh, si on arrive à se faire certifier, c'est déjà pas mal parce qu'on certifie l'accréditation, on certifie des personnes, on certifie un service, on certifie un produit et on accrédite des organismes certificateurs. Donc, c'est quoi certifier? Certifier, c'est une procédure volontaire par laquelle une tierce personne donne une assurance écrite qu'un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel. Je m'interdis. Euh, c'est vrai que la certification, c'est un choix volontaire, hein. Aller vers la qualité, c'est une exigence sur le plan économique si je suis en entreprise commerciale, mais il faut, malgré que c'est une exigence volontaire, je suis, je serai obligée de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence. Et comme il y a une concurrence, cette concurrence risque de venir prendre mes parts de marché et donc je vais disparaître. Vous voyez, donc il y a une incitation à aller vers cette certification. Le problème est différent pour le secteur public. Euh, Pourquoi? D'abord, il n'y a pas la notion de concurrence, hein. Quoique, on peut l'instaurer, hein. Il y a pas mal de manières, hein, de s'organiser de manière à instaurer si on peut dire, ce semblant de concurrence dans le secteur public pour inciter à aller vers la politique de qualité. Voilà donc la certi- voilà donc la certification. Là, il y a beaucoup d'ailleurs, j'ai supprimé certains éléments de cette certification, certaines normes du fait de leur nombre, pour ne laisser que les normes dont on aura besoin, notamment au niveau des structures hospitalières, surtout quand il s'agit là par rapport à l'ISO 9001, ISO 13485 et la norme 15224 adaptée au secteur de la santé. La norme EN 15224 version 2017, c'est la norme du management de la qualité 9001 version 2017 adaptée au secteur de la santé. Donc, la définition par rapport au secteur de la santé, le périmètre par rapport à la santé, on parle du bassin de population santé. Voilà, c'est plus simple d'utiliser cette norme, d'ailleurs qui est même disponible au niveau de l'IANOR. L'IANOR, c'est l'organisme algérien qui élabore et diffuse les normes en Algérie. Bon, on est là, malheureusement, là, on peut élaborer certains normes par rapport aux produits terroirs, aux produits en termes de labels, de qualité, etc. Mais généralement, l'ensemble des normes sont importées. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut certifier un produit, on peut certifier management des systèmes et on peut certifier une personne, d'accord? Ou là, un certificateur qui aura la possibilité de certifier les autres, d'accord? Et par la suite, ces organismes accréditeurs, hein, vont certifier les établissements de santé, vont certifier les auditeurs, vont certifier, etc. Les enjeux de la certification pour le système de santé, euh, les enjeux sont multiples. Anna, je vais adapter l'enjeu par rapport au système de santé parce que le schéma, vous le voyez ici, c'est comment mieux vendre ou servir, mieux fonctionner, mieux acheter.
et donc, par la suite, mieux réglementer. Au final, c'est quoi? Une norme, par la suite, deviendra le standard, deviendra, si vous voulez, la règle sur laquelle plutôt il faudra appliquer hein, aux différents niveaux de l'établissement hospitalier. Mieux servir qui? Mieux servir le client, hein, le patient. Une fois qu'il a accédé à l'hôpital ou il a accédé à l'unité de soins. Et à l'intérieur de l'établissement de santé, il faut mieux servir les différents services. D'accord? Parce que chaque service est un client de l'autre. Et l'autre, ils sont fournisseurs, l'autre, ils sont clients. Il faut aller dans cette perspective parce que si, par exemple, à un moment, il y aura un retard dans la livraison, par exemple, du médicament, le service de diagnostic ou là de thérapeutique ne peut pas faire sans soin. Voyez? Donc, il faut même la notion client, fournisseur doit être inscrite et intégrée dans le fonctionnement interne des organisations de santé. Donc, mieux servir, c'est améliorer le processus de serviction, améliorer donc le fonctionnement interne de l'établissement, euh, termes de prise en charge, un certain nombre, par exemple, de c'est un Recording peu, in la qualité, progress. elle est globale, hein, elle n'est pas partagée, d'accord? Je ne peux pas introduire la politique qualité à l'intérieur de l'établissement en omettant son extérieur. Impossible, impossible, impossible. À la rigueur, je peux améliorer la gestion interne, on peut améliorer la gestion interne, mais toutefois, il y a certaines lacunes qu'il faudrait relever hein, pour essayer de passer à l'identification des différents processus internes, cartographier les processus, voir ce qui ne marche pas au sein de ce processus, arriver jusqu'à la moindre tâche qui est effectuée dans chaque processus, rectifier la tâche va me permettre de rectifier l'activité. L'activité me permettra d'améliorer le processus global. C'est comme ça, d'accord? Il faut agir sur le local tout en améliorant le global, d'accord? Ok, je veux donner un aperçu rapide sur l'accréditation parce que Belek, à un moment, on sera accrédité. Quand il s'agit du secteur privé, oui. Il y a des établissements qui cherchent actuellement à avoir la certification ISO 9001 version 2015. D'accord? C'est normal, c'est le secteur privé, c'est un gage de qualité et de sécurité pour le patient. Donc, il va vendre donc son service avec cette norme qui est une assurance sur le marché pour le client. Mais pour le secteur public, euh, on peut avoir ce qu'on appelle des organismes d'accréditation, d'accord? Il peut être, par exemple, là, en Algérie, nous avons Algérac. Algérac, qui peut accréditer, pardon, des laboratoires, qui peut accréditer des organismes certificateurs qui vont nous certifier par la suite et accréditer les organismes d'inspection qui vont venir par la suite nous inspecter et nous livrer donc un certificat de conformité. Donc, vous voyez, donc nous avons le référentiel adopté enfin en annonçant cette certification qui est livrée par des organismes certificateurs. Ces organismes certificateurs vont nous livrer à nous des certificats de conformité, mais eux, ils doivent être accrédités par des organismes
d'accréditation. Donc, en Algérie, il y a un seul organisme, c'est Algérac, mais à ma connaissance actuellement, il y a des organismes d'accréditation privés qui occupent le marché, plus particulièrement en ce qui concerne les produits de consommation, euh, euh, aussi par rapport aux services de santé. Donc, le cycle de qualité est le suivant. Donc, nous avons, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Euh, Comme vous l'avez vu hier avec ma collègue, il faut s'inscrire dans le PDCA, la haut de DEMIC, toujours se poser la question, est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une meilleure manière de faire. Donc, l'étape 1, il faut planifier ce qu'il y a lieu de faire. Je planifie quoi? Par exemple, si je veux réaliser un audit qualité de soins, donc il faut que je planifie quel type de soins, à quel niveau de soins, etc. Il faut vraiment aller dans le détail. Fixer les normes par rapport à ce que j'ai planifié, quel type de normes. Donc, le référentiel, il faut que j'élabore un référentiel. Sur les bases de quoi? Sur les bases pour nous du secteur de la santé, de l'organisation, les normes de l'Organisation mondiale de la santé, sur les normes de la réglementation telle qu'elle est établie, sur les normes notamment des référentiels ISO, hein, 9001 ou autres. Voilà, c'est cet ensemble-là qui va nous aider à identifier et élaborer notre référentiel. Donc, c'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe multidisciplinaire. Il y aura des professionnels, il y aura des médicaux, il y aura des administratifs, des experts externes, etc. D'accord? Ce n'est pas une personne ou un groupe qui n'est pas formé en qualité d'élaborer la norme. Quoique actuellement, par exemple, je sais qu'en Algérie, nous avons une organisation qui travaille pour élaborer euh, les normes de bonne pratique, hein, un référentiel de bonne pratique pour les laboratoires d'analyse. Hein. Et il y a un débat là-dessus. La norme, elle est finalisée, donc ils sont à la dernière étape, qui est l'étude d'impact de cette norme, pour qu'elle puisse par la suite discuter par les organismes qui peuvent valider la norme et même la tutelle et par la suite, elle sera généralisée. Ben voilà, donc c'est une très bonne démarche. Et ils se sont inspirés des normes internationales, mais ils les ont adaptées au contexte algérien. Donc, c'est des professionnels, c'est des pharmaciens, c'est des laborantins, des personnes, c'est surtout des pharmaciens qui travaillent dans les laboratoires d'analyse, qui travaillent tous ensemble pour élaborer le guide de bonne pratique euh, pour le fonctionnement euh, du laboratoire d'analyse. Par la suite, une fois que nous avons fixé cette norme, il faut la communiquer. Eh ben oui, il faut que je la rende publique à tous les professionnels dans tel ou tel domaine. Ça dépend de quel type de domaine. OK? Par exemple, si une DRNAIA, j'identifie un processus de gestion, par exemple, du personnel qui se fait d'une manière archaïque, tel qu'il se fait actuellement, on ne pense pas aux compétences. C'est un recrutement purement administratif. Quand les gens sortent en retraite, on ne pense pas ce qu'on appelle à une intégration ou à un transfert intergénérationnel des compétences. Les anciens partent, les nouveaux viennent sans compétences et où ils apprennent sur le tas, donc on peut apprendre faux, etc. Donc, tout cela, c'est un processus qu'il faudrait revoir et identifier les processus et le cartographier étape par étape, activité par activité, tâche par tâche, nous permettra de l'améliorer en faisant référence, bien entendu, aux normes de recrutement du personnel, il y a une norme. D'accord? On ne peut pas sortir de la norme. Si on sort de la norme, c'est qu'on est hors norme. Par la suite, une fois qu'on communique cette norme, il faut la mettre en œuvre et la suivre. OK? Comment la mettre en œuvre cette norme? Il faut ce qu'on appelle
la déployer, d'accord? Une fois que je la déploie, je la suis. Est-ce qu'elle est mise en œuvre convenablement? Quelles sont les lacunes de la mise en œuvre? Pourquoi? Parce que la suite, je dois faire ce qu'on appelle un rapport de suivi, d'accord? Et qui sera transmis par la suite à ceux qui ont validé le référentiel. On peut ben là, réviser le référentiel et dans l'autre main. Monsieur le Coran, d'accord? On peut revoir certains aspects parce que j'ai dit il y a des exigences qu'il faudrait appliquer, mais il y a aussi des recommandations où nous avons cette liberté d'action et cette liberté de s'adapter au contexte particulier de chaque établissement de santé. Et une fois qu'il est mis en œuvre, donc, il faut le suivre pour identifier les problèmes de sa mise en œuvre, des problèmes d'incompréhension, des problèmes, par exemple, il y a un obstacle quelque part par rapport à ça. Ben, là, qu'un manque de formation. Hein. Les gens ne sont pas bien formés pour essayer de s'approprier cette norme, pour qu'ils puissent l'adopter, parce qu'il faut d'abord s'approprier, la comprendre, se l'approprier, l'accepter, on va la mettre en œuvre. Hein, d'accord? On ne peut pas exiger une norme comme ça euh, sur le plan réglementaire. Non, une norme, elle se prépare, on prépare une culture qualité. La qualité, c'est une culture. D'accord? Il faut préparer via des formations, via des sensibilisations. La sensibilisation via la démystification de l'ensemble des concepts en lien avec la normalisation, la certification, les normalisations, pour qu'on puisse se l'approprier et pour faciliter par la suite sa mise en œuvre. OK, on identifie le problème. Il faut définir par la suite le problème. D'accord? C'est quoi ce problème-là? Un problème de manque de compétences, un problème d'une étape d'un processus qu'il faudrait carrément ôter et qu'on pourra jumeler avec un autre. Et ça nous permettra de réduire le temps, ici, par là, etc. C'est ça. Donc, il faut réellement discuter. C'est pour ça que j'ai dit c'est un travail de groupe et c'est un travail en utilisant certains outils de management de projet. Hein. Vous avez des itérations à faire, vous avez des méthodes telles que des méthodes agiles à faire, telles que le Kanban, le Scrum, etc., pour pouvoir améliorer l'existant. Euh, et puis, il faut identifier un responsable qui va travailler sur le problème. Si c'est un problème financier, ce sera un financier. Si c'est un problème du personnel, ce sera le DRH ou autre. Si c'est un problème de formation, faire appel à un expert. Si c'est un problème de soins, faire appel au professionnel de soins. C'est un problème etc. Donc, on essaie d'identifier le type de problème, par la suite de responsabiliser le problème, de mettre un responsable du problème pour qu'il puisse trouver avec une équipe bien sûr, de comprendre ce problème, de l'analyser, de trouver des alternatives pour les régler. Par la suite, il faut choisir l'alternative la plus adaptée à un contexte donné. Par la suite, on choisit la solution après l'avoir conçue, d'accord? Ben, là, réduire, par exemple, le temps d'attente du patient en essayant de mettre en place un nouveau mécanisme dans la prise de rendez-vous. Par exemple, نقدر ندير prise de rendez-vous à distance, SID. Mais niche pour désengorger l'hôpital. Et ça peut se faire et c'est facile de se faire, notamment maintenant avec les outils de numérisation qu'on peut intégrer. Donc, on peut gérer à distance. Il y a des choses qu'on peut gérer à distance, ça va nous permettre en interne de réduire les coûts. Allez, par exemple, les je prends un jeton et il attend. Ça revient au même, d'accord? Donc, on peut améliorer ce processus dans le cadre de la politique de qualité si j'envisage, par exemple, réduire le temps d'attente du patient parce que je cherche la qualité et le bien-être du patient. D'accord? Parce que je dis que la qualité, elle globale, elle englobe tout cela, pas que le soin. Non, pas que le soin. Le soin, certes, il est important, mais en termes de qualité, déjà, on ne peut pas juger de l'efficacité thérapeutique, ça nous dépasse. D'accord? Il n'y a que les professionnels de la santé qui peuvent en juger, bien sûr en mettant en place des protocoles bien identifiés et un consensus entre différents. Par la suite, non, nous, on peut agir sur l'accès, sur l'information, sur l'accueil, parce que sur l'hôtellerie, sur la dispensation du repas, la qualité du repas. C'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'améliorer la qualité des soins, etc. D'accord? Par la suite,
la dernière étape, c'est appliquer la solution. Et une fois qu'on a adopté une nouvelle solution, on va l'appliquer. Donc, on va planifier son application, on va lui fixer de nouvelles normes, on va la communiquer, par la suite la mettre en œuvre et on va la suivre. Donc, voilà le processus de la gestion de la qualité dans n'importe quelle institution. Donc, il faut adapter ce schéma aux spécificités des établissements de santé. Quand nous avons reçu, moi et ma collègue, la fiche technique de formation, donc on avait, donc là, ils veulent bien que les participants à la formation comprennent tout ce vocabulaire, la norme, la normalisation, la certification, l'accréditation, la norme ISO 9001, ses exigences, c'est quoi le processus, les principes, l'orientation client veut dire quoi, l'approche processus veut dire quoi, etc. Donc, ce que vous avez hier avec mon collègue, ce que vous avez vu aujourd'hui avec moi, quoique j'estime qu'un cours interactif est beaucoup mieux, d'accord? Parce que là, il y a la lassitude qui s'installe de part et d'autre, il n'y a pas l'interactivité. Vous comprenez, je ne sais pas, donc il faut qu'il y ait cette interactivité pour qu'on puisse aller dans les profondeurs des choses. Mais toutefois, j'ai cru dans ce qu'on appelle dans la fiche technique, il fallait qu'on adopte le processus d'implémentation de la certification, de la qualité, et par la suite, comment procéder, quelles sont les étapes de la certification. Ben là, que vous pouvez d'emblée essayer d'aller vers la certification des processus, de tous les processus du fonctionnement de l'hôpital dans son intégralité. Je peux commencer par exemple par la certification des laboratoires d'analyse, par exemple, améliorer ce qui se fait au sein des laboratoires d'analyse, par exemple au sein du plateau technique, avec certains aspects. Il faut voir par rapport aux aspects stratégiques qui vont vous permettre d'avoir un impact considérable sur la prise en charge du patient dans sa globalité. Alors, avant d'aborder la certification, les processus de certification, j'aimerais bien vous donner un aperçu sur l'implémentation de la démarche qualité. La première des choses, il faut garder en tête que ça prend du temps. Et ça prend du temps. Pour un premier temps, imaginons par exemple un personnel bien formé en qualité, qui comprend tout le langage de la qualité, tous les concepts de la qualité, qui a compris le référentiel qualité. On va passer directement à l'implémentation de cette qualité au sein des organisations ou des établissements de santé. Donc, il faut d'abord, je dirais, 1 à 3 mois pour la préparation. Je peux, par exemple, dans la préparation, on peut commencer par diagnostiquer d'abord c'est quoi l'état des lieux de mon hôpital, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, sur quel point j'ai de l'avance par rapport à ce qui se fait ailleurs. Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que je peux les renforcer? Par quoi et comment je vais? C'est ça. Donc, il faut essayer de faire un diagnostic interne. Quand je parle de diagnostic interne, de tout euh, processus interne, processus de recrutement, vos produits, vos pratiques, tout. Vous analysez tout. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. Il peut prendre, si vous avez l'habitude, généralement, je conseille à mes étudiants quand ils font une analyse de diagnostic de prendre le temps qu'il faut parce que c'est la base de la clé stratégique. On a des solutions stratégiques qu'on va mettre en place. Et puis par la suite, cartographier vos processus. Hadi, c'est des normes aussi. OK, des normes, comment dessiner un processus, c'est quoi la carte d'un processus, c'est quoi le début d'un processus, c'est quoi la fin du processus, c'est quoi l'entrée du processus, c'est des normes. Donc, chaque processus doit être identifié pour élaborer ce qu'on appelle la carte processus. Parce que la qualité, elle exige l'approche processus. Donc, je ne peux pas introduire ou implémenter la qualité sans l'approche
processus. Donc, il faut apprendre à cartographier les processus. Et puis, après avoir cartographié, il faut définir la politique qualité. Ah, réfléchir sur votre manuel qualité. D'accord? Quelle est, bien sûr, cette politique qualité? Par la suite, elle sera distribuée, discutée, partagée, bien sûr, après avoir été validée par le DG ou la tutelle ou autre organisme qui valide. euh, et puis, c'est pour ça que je vous ai dit, la politique qualité, c'est comme si je suis en train de manager un nouveau projet, un projet qualité. D'accord? Donc, il faut le gérer. Donc, quand je dis il y a des étapes, et chaque étape, elle a des livrables. Par exemple, par rapport à la première étape du diagnostic, je peux mettre un rapport diagnostic. D'accord? Je peux mettre en place un rapport de diagnostic, par exemple les contraintes, etc. Par exemple, le livrable, ça peut être l'amélioration d'un référentiel existant, que je vais l'améliorer par rapport à ce que j'ai identifié comme lacune, etc. Donc voilà. Par la suite, il faut concevoir ce qu'on appelle le système qualité. Ça veut dire quoi? Après avoir rédigé votre manuel qualité, il faut euh, essayer d'identifier ou là de mettre en place la documentation. Je suis tout à l'heure avec ma collègue. L'ISO 9001 version 2015, t'as fait comme les documents qu'il faudrait remplir à chaque étape du processus. À chaque étape d'implémentation, vous avez la documentation qu'il faut. D'accord? Les rapports d'activité, les bilans, donc chaque étape, elle a son livrable. Par la suite, il faudrait la mise en œuvre. Adna la politique, soi-disant, on a formé, on a dévoilé, on a démystifié les choses qui ne sont pas claires et on a mis en œuvre. Après sa mise en œuvre-là, euh, généralement, Tawala, 10, pour ceux qui ont déjà de l'expérience, hein, 7, 10, 12 mois, d'accord, pour essayer d'implémenter euh, ça implémenter, l'appliquer à les processus. Parce qu'au préalable, j'ai cartographié mes processus. Voilà, باش نعلمكم c'est quoi la processus. Un processus, c'est un ensemble d'activités interreliées. C'est la norme ISO qui définit comme ça les processus. Donc, chaque processus, c'est une activité. C'est un ensemble d'activités. Un processus peut avoir plusieurs activités. Un processus peut avoir plusieurs activités. Et chaque activité par la suite est un ensemble de tâches. Donc, imaginez un processus qui a par exemple trois activités et chaque activité a plusieurs tâches. Si j'ai par exemple trois tâches pour une activité, en tout, je me retrouve en combien de tâches à réaliser? 9 tâches. Si je fais en sorte que pour améliorer ce processus, je dois agir sur 9 actions. Quand je dis tâches, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est les tâches. Pourquoi je dis la tâche? Parce qu'au final, le problème se pose au niveau des tâches. C'est à la base que ce problème se pose. D'accord? Donc, quand j'améliore ce que je fais au quotidien, mon action, chaque acteur, quand il améliore ce qu'il fait en action, donc j'améliore la tâche, l'ensemble des tâches. Quand j'identifie des lacunes au niveau de ces tâches-là me permettront d'améliorer l'activité global, recrutement, approvisionnement, gestion des financières, ça dépend. Par la suite, ça va me permettre d'améliorer mon processus. C'est ça, l'approche processus. D'accord? Inch'Allah, fahmت. Je sais que c'est pas évident en ligne, mais معلش. Par la suite, il faut que je mette en œuvre mon processus. Donc, en mettant en place, bien entendu, les indicateurs de mesure, puisqu'un des, ce qu'on appelle le plan qualité, TAI, d'accord, la politique qualité, un des le référentiel, j'implémente. Et une fois que j'implémente au niveau des différents processus déjà identifiés dans la carte processus que vous avez élaborée, vous allez procéder au suivi et au contrôle. Est-ce que ça se fait réellement? Est-ce que ça s'applique réellement? Est-ce qu'il y a des lacunes? Et là, bien sûr, vous avez des livrables, audit, ce qu'on appelle les tableaux de bord de suivi pour calculer les écarts. Il faut par la suite procéder à des évaluations internes, ce qu'on appelle des audits internes de conformité, pour essayer d'améliorer ce qui se fait et ainsi, pour s'inscrire aussi dans ce qu'on appelle l'amélioration continue.
Et une fois que vous avez fait votre audit interne, vous avez implémenté, vous avez suivi toutes ces étapes, vous avez élaboré votre audit interne sur la base d'un référentiel préalablement validé par la tutelle ou par la direction de l'administration hospitalière. Là, vous pouvez faire appel à un organisme certificateur externe. D'accord? Là, je peux faire appel à l'organisme externe. Bien entendu, comme normalement la certification, c'est une démarche volontaire dans les entreprises commerciales, mais quand il s'agit d'organisation de soins pour des raisons de santé ou de sécurité, là, on peut l'imposer. Donc, voilà comment se déroule le processus d'implémentation après avoir élaboré notre référentiel et mis en place notre politique qualité, notre manuel qualité. Voilà. Donc, voilà le schéma par rapport à la préparation à la certification. Donc, vous avez décidé d'une politique de management de qualité dont une stratégie d'avoir une certification. Euh, c'est bien. Là, il y a une idée qui me vient, oui. Je peux certifier, par exemple, un laboratoire d'analyse et hein, pour faciliter les partenariats, pour faciliter, par exemple, les échanges, pour faciliter, oui, ça peut se faire. Bon, définir et mettre en place les structures, ça veut dire les projets de certification appropriés. Donc, je dois d'abord former l'ensemble des personnes, même la direction, elle doit participer à cette formation pour comprendre le déroulement de ce projet qualité et surtout veiller à sa mise en œuvre. Euh, mettre le système à niveau, donc en essayant de ce qu'on appelle de corriger les lacunes, d'implémenter le nouveau système, parce qu'il faut corriger les lacunes. C'est ce que j'ai dit à un moment. Si, par exemple, parce que dans le projet qualité, il faut donner de l'autonomie. Hein, il faut donner de l'autonomie, il faut inciter, il faut motiver. Donc, il y a des lacunes qui bloquent le fonctionnement de la mise en œuvre de cette politique qualité en interne. Donc là, j'essaie de mettre en œuvre le système existant pour essayer de le rapprocher des standards pour que je puisse mettre en œuvre le nouveau système qualité, par exemple, qui est, qui est élaboré dans le manuel qualité. Par la suite, je dois vérifier l'application de ce système en le suivant, en évaluant d'une manière quotidienne via des rapports d'activité, via des tableaux de bord de suivi, via la revue des processus, etc. Et par la suite, euh, je demande le processus de certification et enfin, je communique le résultat de cette certification. Je la communique à la tutelle, je la communique à la direction, je la communique aux patients, je la communique, je l'affiche au niveau de la direction pour tout le monde puisse prendre connaissance que votre organisme est certifié ou là, vous êtes en train d'aller vers l'implémentation de la démarche qualité pour un premier temps. Voilà, donc là, j'ai identifié un certain nombre, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Allez, je vais essayer de consacrer 15-10 minutes ou une demi-heure aux questions-réponses. Mais avant cela, il faut mettre en exergue, si on veut, les obstacles à la mise en œuvre de la norme ISO 9001 dans les établissements de santé. Mais ça, c'est des exemples aussi qui ont été identifiés d'une manière générale, pratiquement dans toutes les organisations qui ont voulu implémenter cette norme au sein de leur organisation, au sein de leur fonctionnement. La première des choses, c'est gérer le changement. Ah, c'est gérer les cultures. D'accord? Parce qu'à l'air, c'est pas évident de changer les comportements. On a l'habitude de faire comme ça, donc c'est ainsi et pas autrement. D'accord? Donc, changer la culture des différents acteurs de l'établissement de santé, ça demande du temps. Il y a des préalables à ça, des préalables qui vont durer dans le temps. Donc, il faut sensibiliser, il faut former tout le monde, hein, mais je sais pas que les gestionnaires.
former les médecins, former les paramédicaux, former les responsables, former les agents d'accueil, former les gardiens, former les femmes de ménage. On parle de la qualité. La qualité, elle est globale. Et tout le monde est concerné par cette qualité et par l'implémentation de cette politique qualité dans les établissements de santé. Et il faut aussi, il faut vérifier aussi, surtout que la norme ne sera pas vue comme un simple certificat. Et en effet, parce que ce qui se passe, même dans les entreprises commerciales certifiées, c'est l'effet de mode, hein. On veut assurer, dans le cas de la concurrence, le gage de qualité pour garder notre place sur un marché. Et de ce fait, on paye pour acheter au final la certification sans pour autant implémenter réellement la qualité. Donc là aussi, c'est problématique, d'où la nécessité de changer de culture. L'engagement du management, eh bien oui, la direction générale ou la tutelle, elle doit réellement s'engager. Il faut sentir son implication, il faut sentir son engagement. OK? Cet engagement, il doit être palpable. Il doit être palpable via pas mal d'instruments, via pas mal ce qu'on appelle de palliation à certains obstacles. Il faut pas être trop conformiste, d'accord? Pour un début. Là, il faut s'adapter au contexte dans lequel on vit. Il y a des recommandations, alhamdoulilah, des exigences, par exemple, l'engagement de la direction générale, vous devriez le signer. C'est un engagement, d'accord? Et il doit être perceptible, palpable. On doit le voir, mettre à disposition les moyens nécessaires, former le personnel dans tous les domaines de l'ISO 9000, en normalisation, en certification. C'est ça. On doit sentir cet engagement. On doit le rendre palpable. Ce n'est pas juste une formalité administrative, une signature qu'on met en place pour que l'auditeur vient et vérifie qu'il y a l'engagement signé de la direction et on coche sur le checklist que réellement il y a eu la police. Non, non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un auditeur impartial, d'accord, un auditeur indépendant, il va procéder par la suite à des questions, des entretiens, à des interviews, pardon, pour vérifier réellement la véracité des signatures, la véracité des documents qu'on lui fournit. Un processus d'audit de qualité est conventionnel, ça veut dire trop superficiel. On fait parce qu'on a exigé de nous qu'on le fasse. Ma'alish samhouli, parce que je suis ex-cadre de la santé. C'est comme ça s'est passé dans le cadre des projets d'établissement. D'accord? Il y a eu la nécessité d'élaborer un projet d'établissement, mais il se trouve que euh, j'ai eu la chance, l'occasion de voir des projets d'établissement, comment ils ont été élaborés, comment ils ont été faits. Hum, Désolé, ce n'est pas les normes d'un projet d'établissement, d'accord? On parle de la qualité, il faut normaliser aussi la gestion du projet est un projet d'établissement. Donc, c'est la même chose ici. Donc, s'il y a lieu de faire un projet qualité, il faut pas que ce soit une qualité conventionnelle, superficielle, effet de mode, aller, parce que c'est une exigence internationale pour essayer d'accord? Ça serait très préjudiciable au futur, au secteur de la santé d'une manière générale, au système de soins d'une manière particulière. Et puis, le manque d'incompréhension de l'importance de la mise en œuvre de l'ISO par tous les départements de l'hôpital. En effet, par manque de temps, par réticence au changement, on ne s'intéresse pas à la mise en œuvre de cette politique qualité. Donc, même quand il y a une formation, euh, on n'y va pas, on ne se propose pas pour la formation, on est là, on est présent, on est absent, on n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc il faut réellement essayer de travailler sur la gestion du changement pour un premier temps. Et cela commence, bien entendu, tout simplement au départ, bien entendu, par le déni, hein, les étapes. Et le déni n'a fait que
On a l'habitude de travailler comme ça, le contexte il est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Il raconte du n'importe quoi, c'est normal. Par la suite, il faut ce qu'on appelle, à travers cette gestion de changement, de la sensibilisation, de la formation et l'amélioration de certaines lacunes actuelles aussi de fonctionnement des établissements de santé, va nous permettre de changer cette culture pour arriver à la culture qualité. Parce que la qualité avant tout, c'est de la culture. C'est une culture, pardon. Là, c'est quelques obstacles aussi de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 telle qu'elle a été constatée, telle qu'ils ont été identifiés dans les organismes même de produits, d'accord? J'ai tiré ça d'un ouvrage de référence qui traite du management de la qualité, d'accord? Et les clés de la réussite de ce management de la qualité. Manque de compréhension de l'importance de la mise en œuvre de tous les départements d'entreprise. C'est juste le management, ça veut dire c'est juste la direction générale qui s'est appropriée, d'accord? Par exemple, la HNAIA, c'est juste la tutelle qui s'intéresse. Ou et encore, elle s'intéresse par rapport, beaucoup plus par exemple, au laboratoire d'analyse, ou elle s'intéresse aux médicaments pour un premier temps. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que ça soit limité. Il faudrait que tous les départements de, de l'établissement, ils participent, ils comprennent la nécessité d'aller vers la qualité. Euh, L'objectif de certification à très court terme. Il faut pas, voilà, l'effet de mode, nous devons être certifiés, on va avoir des audits du ministère de la Santé. Il faudrait qu'on fasse en sorte qu'on ait notre plan qualité, notre politique qualité, qu'on ait notre journal qualité, qu'on ait notre référentiel, qu'on essaie à court terme. Non, non, ça se passe. Il faut prendre le temps qu'il faut. Il faut prendre le temps qu'il faut. C'est comme Banane Bné ou Bessès, d'accord? Il faut prendre le temps qu'il faut pour essayer de changer les comportements, de changer, surtout les comportements, de changer, de modifier, d'améliorer le processus, etc. Euh, il faut pas, Fanny, pour un premier temps, aller dans différents sens. Il faut se focaliser. Limiter le champ qualité TACOM. D'accord? Par exemple, je peux maintenant décider stratégiquement parlant par rapport à l'impact sur la santé, travailler sur l'amélioration, la diminution des infections nosocomiales. هذه هي la politique تاعي العام هذا ولا dans 3-4 ans par exemple. Vous voyez, il faut aller procéder d'une manière évolutive. OK? Il faut s'inscrire par rapport à votre contexte, par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, et bien sûr, ça se discute entre les médecins, entre les managers de l'établissement, pour essayer de prioriser les actions à mener en premier lieu. Une fois que ça a donné ses fruits, on passe à autre chose, etc. Donc, il ne faut pas courir dans différents sens en même temps. Caractère obligatoire dans certains secteurs. Par exemple, le Kemahnaya, c'est un caractère, je me considère toujours comme étant ex-cadre de la santé. Kemahnaya, par exemple, les obstacles à la mise en œuvre de la norme ISO 9001, c'est une obligation de la tutelle. Et ça, c'est problématique, hein, parce que ça va à l'encontre des normes de certification qui est une décision volontaire. D'accord? Mais, mais par rapport à l'exigence aux exigences de santé et de sécurité des soins, euh, on peut, on peut sensibiliser dans ce sens. Euh, Tendance à suivre les autres, ce qu'on appelle des rondir. D'accord? Qui m'a projet d'établissement, des rondir. Copier-coller et on voit. Non, ça se passe pas comme ça. Malheureusement aussi, dans les entreprises industrielles, c'est ce qui a été identifié. C'est l'effet de mode. Manque de directives nécessaires pour la certification. Mais il n'y a pas réellement ce qu'on appelle des règles à suivre, des procédures à suivre pour certifier. Les personnes ne sont pas formées pour autant, etc. Refus de changer le système existant.
parce que c'est une question de chacun. Le train-train quotidien, on s'est habitué, on a des intérêts, chacun de nous a un avantage à laisser la chose telle qu'elle, etc. Là aussi, c'est un obstacle à la mise en œuvre de la politique qualité, et plus particulièrement de l'ISO 9001, pardon. Euh, Adaptation pauvre du système qualité, le cas échéant. هذا لا نقدرناش نبدلوا la culture. On va essayer d'adapter certains aspects et d'omettre d'autres. Non, la qualité, elle est globale. C'est vrai, on doit procéder d'une manière évolutive pour un premier temps, mais tout en gardant la tête que l'approche, elle est systémique. D'accord? Je ne peux pas agir sur un élément en omettant un autre. Parce qu'il y a l'interdépendance entre les différents processus internes de l'établissement. Il y a aussi le manque d'efficacité des audits spécifiques à l'ISO. Des audits spécifiques à l'ISO. Euh, voilà, comme ça se passe dans les établissements commerciaux, les organisations commerciales. Il manque d'efficacité. Ça dépend au final de la crédibilité de l'auditeur. On peut trouver un inspecteur crédible, ça dépend, d'accord? Ça, c'est la personne. Donc, d'où la nécessité dans la certification, justement, de choisir son auditeur. C'est pour ça que c'est une démarche volontaire et choisir surtout l'organisme certificateur. Échec assure des procédures bien définies. On peut échouer la mise en œuvre de certaines procédures par incompréhension, par non-adaptation. Donc là, il faut revoir la solution proposée pour proposer une autre plus adaptée. Vision erronée de la norme. Donc, on a une vision erronée de la norme. Donc, pour nous, la norme, elle va nous bloquer, elle va nous retarder. C'est une charge en plus. Ça aussi, c'est problématique. Et surtout la difficulté de comprendre les exigences. C'est pas tout le monde qui comprend les exigences de la norme telle qu'elle soit comprise, d'où la nécessité que chaque exigence doit être explicitée euh, dans ses différentes facettes. Voilà. Il y a aussi des inconvénients à la mise en œuvre, les coûts de mise en œuvre. Eh ben oui, parce qu'il faut corriger pour mettre en œuvre. Donc, il y a les coûts de la maintenance, si on peut dire. Et par la suite, les coûts de sa mise en œuvre, parce qu'il faut former, il faut sensibiliser, il faut inciter, il faut motiver, etc. Donc, elle est considérée comme étant une charge de travail supplémentaire. Donc, j'imagine que dans le cadre actuel du fonctionnement de la gestion des ressources humaines hospitalières, ça va être encore plus difficile parce qu'il n'y a pas cette autonomie et ils sont gérés par la fonction publique qui est très rigide, même en termes d'évolution des carrières, etc., de motivation, etc. Donc, ça va être vraiment problématique. Donc, voilà. Déqualification des métiers et perte d'autonomie au profit du collectif. Il y a certains métiers ben, qui vont disparaître parce que je vous dis, je descends à la tâche. Ben, là, il y aura des tâches dans le cadre d'un processus qui vont être jumelées pour une meilleure efficacité. Si la norme l'exige, on doit le faire. Donc, là aussi, c'est problématique. Donc, il y aura des conflits qui vont surgir. Donc, perte d'autonomie au profit du collectif. Donc, on va perdre ce que nous avons l'habitude de faire pour essayer d'aller vers une approche plus globale de la qualité. Ça veut dire, c'est l'amélioration qualité de l'ensemble du processus par rapport à ce que je fais. Donc là, je reviens à la culture qu'il faudrait changer. La bureaucratie, on sait très bien que le fonctionnement des établissements hospitaliers sont caractérisés par ce qu'on appelle la bureaucratie professionnelle. Euh, qui est problématique et qui est rigide et même archaïque. Donc, il faudra mettre à niveau en intégrant les mécanismes de la gestion, de gestion des entreprises. Donc, cette bureaucratie, ce qu'on appelle implique la rigidification tout est rigide dans l'organisation, son fonctionnement, ses innovations, ses initiatives, sa communication. Donc, cette rigidité compliquera la mise en œuvre ou l'implémentation de la démarche qualité. Et aussi, cette bureaucratie implique aussi la flexibilité, la réduction de la flexibilité, alors que la norme renforce l'autonomie. Donc, voilà un peu
Euh, j'ai brossé une idée, j'ai écrit, mais si vous voulez dire si je veux dire si je peux dire, pardon, les inconvénients et les dysfonctionnements qui peuvent entraver la mise en œuvre. Il me semble, hein, en tant que qualité de chercheur dans le domaine de la santé, il faut réfléchir, il faut prendre le temps de réfléchir sur tous les inconvénients, d'accord? Il faut essayer de mettre à niveau l'existant et il faut renforcer la formation des professionnels, des différents professionnels de santé, cadres, agents, paramédical, médecins, etc., pour changer la culture, pour qu'on puisse avancer dans la démarche qualité. Là, je vais vous présenter brièvement l'audit de certification, c'est ce qui m'a été demandé. Euh, donc, après avoir implémenté, donc il faut l'audit de certification. Il vaut mieux. Bon, la certification pour les établissements de santé, pour vous, par exemple, la tutelle, le ministère de la Santé peut dire, par exemple, que tel hôpital est conforme aux exigences du référentiel que nous avons validé. Et ça va renforcer sa position vis-à-vis de la tutelle, par exemple, dans le cadre du financement. Ça peut être une exigence, j'imagine, hein, d'accord? Mais elle a comme une vision plus claire, plus stratégique. Regardez. Là, dans le cadre, parce que là, c'est une formation qui est établie dans le cadre de l'OMS, le ministère de la Santé, avec le partenaire de formation, l'ENMAS. Si je vais dans le cadre de l'OMS, vous savez, il y a des exigences en termes de la CSU, la couverture sanitaire universelle, euh, pour laquelle le système de santé est un acteur majeur. D'accord? Ça veut dire, c'est quoi la couverture sanitaire universelle? C'est étendre la couverture vers l'ensemble de la population. Il faut proposer des soins de santé de qualité euh, dispensés par un personnel de qualité, tout en réduisant l'aspect financier. Vous voyez, donc il faut s'inscrire dans cette démarche. Et le système de santé, via ces établissements de santé, il doit répondre à ça, donc permettre l'accès pour permettre cette couverture sanitaire universelle. Il doit offrir des soins de qualité et avec un personnel de qualité et compétent, qui est une exigence aussi de la CSU, et aussi contribuer à ce que il y ait cet accès avec cette compétence de réduire ce que débourse le patient chez le privé et réduire les coûts par rapport à la collectivité. Vous voyez, donc tout cela, c'est stratégique. Et le système de santé, et s'il peut offrir quelque chose pour la population, il rentre dans ce cadre. Donc, et l'Algérie, à ma connaissance, a ratifié ce traité-là, c'est un peu déjà de la CSU en 2008, selon mes lectures. Donc, on est obligé d'aller dans ce sens. Et là, euh, la démarche qualité devient une obligation pour les établissements de santé voilà, publics. Présentation de l'audit de certification. Définition de l'audit, donc c'est une norme, d'accord? L'audit, c'est une norme. Donc, c'est la norme ISO 8402 qui a défini l'audit comme étant un examen méthodique et indépendant, d'accord, en vue de déterminer si les activités et les résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon collective, effective et sont aptes à atteindre les objectifs. D'accord? L'OMS, comment a-t-elle défini cette norme? C'est mesure du succès d'une action ou ensemble d'actions par rapport à un objectif. Donc, il y a un objectif, il y a un indicateur de mesure de cet objectif qui peut être un référentiel, d'accord, une norme, d'accord, et je vais mesurer cet objectif. Donc, c'est ça par rapport à l'OMS. Donc, l'audit, c'est quoi? C'est un examen indépendant méthodique. Donc, il y a un processus à suivre étape par étape. On ne peut pas passer les étapes. Il faut respecter l'ensemble des étapes du processus
d'audit. Et à chaque étape, il y a des livrables, il y a des documents à remplir, il y a des documents à renseigner de par l'audité et l'auditeur. D'accord? Examen indépendant. Donc, la personne qui va faire l'audit, normalement, c'est un organisme externe qui ne dépend pas de l'hôpital, à part pour l'audit interne, pour lequel on peut faire même appel en cas de souci, en cas d'incompréhension à l'auditeur externe pour nous aider. Il faut aussi, il est relatif à un périmètre, l'audit. Je peux auditer, l'audit, il audite les processus. J'audite les processus, ça veut dire les processus ou là, les tâches qui ont abouti, qui ont permis d'aboutir à ce résultat. C'est ce qu'on audite. C'est le déroulement du processus. D'accord? Donc, il est relatif, il faut identifier le périmètre, c'est ce qui exige aussi la norme, identifier le périmètre. Il peut être global, mais je peux aussi auditer un aspect. Par exemple, je peux choisir l'hygiène hospitalière, je peux choisir d'auditer le laboratoire, je peux choisir d'auditer un processus de gestion. D'accord? Il permet quoi? L'audit permet l'évaluation globale ou spécifique. Je dis évaluer globalement ou la auditer globalement mon institution, ou là, s'intéresser à l'évaluation spécifique d'un aspect. Il utilise donc une référence qui est le référentiel. Donc, il a un référentiel d'audit. Hein, c'est des normes aussi. Il a son propre référentiel. Il vient, il coche sur chaque élément de son référentiel un certain nombre de questionnements qu'il va se poser et vérifier par la suite la documentation que vous allez lui livrer à travers l'analyse des entretiens qu'il va mener avec l'ensemble des acteurs internes et il va coucher les cases, pardon, de son référentiel. Eh bien, bien entendu, il faut changer ce qu'on appelle la culture d'audit parce que quand on vient contrôle et audit et évaluer, c'est pour nous sanctionner ou là, c'est pour nous pointer du doigt. Non, ce n'est nullement le cas. L'auditeur ou l'audit est là pour accompagner, pour essayer de trouver les réserves et nous permettre de proposer nos propres solutions. L'évaluation, par contre, c'est autre chose. Hein. L'évaluation, elle a le même processus que l'audit, mais l'évaluation, elle vous donne des recommandations. Voilà la lacune constatée, mais vous pouvez faire ça. Par contre, l'audit, il vous dit, voilà la lacune constatée, je mets la réserve. Donc, c'est à vous de trouver la solution adaptée à votre contexte. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que l'audit, il participe aussi au système qualité. Donc, l'audit qualité, c'est quoi? C'est un outil d'amélioration continue. D'accord? Et qui a pour objectif l'appréciation des systèmes et non des personnes. D'accord? On audite les processus, j'ai dit. On audite un processus. Donc, système de gestion. Là, j'ai juste mentionné que la méthodologie d'audit, c'est une norme. Donc, c'est les normes ISO 19011, version 2011. Voilà les objectifs d'audit. Donc, nous avons un référentiel. Nous allons aller vers la conformité et nous avons la réalité, elle est là. Et voilà les objectifs, c'est aller vers l'efficacité. Quand je suis conforme, je cherche la performance et je cherche l'efficacité. Donc, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je fais maintenant et voilà ce que je voudrais faire. Donc, ce que je dois faire, c'est votre référentiel. Ce que vous faites, c'est la réalité actuelle et ce que je voudrais faire, c'est aller vers cette efficacité recherchée. Donc, les phases simplifiées sont les suivantes, la préparation, la conduite, le suivi et l'achèvement. Bien entendu, au niveau de chaque phase, il y a pas mal d'étapes, donc on n'a pas le temps de les projeter là, mais rapidement, les voici. Donc, l'analyse, préception du questionnaire, l'entreprise enseigne retourne, etc. Donc, je m'arrête là. Je préfère laisser place au questionnement. Par la suite, on aura le temps, Inch'Allah, dans une autre formation, de parler de l'audit en détail. Voilà, donc, si vous avez des questions, j'ai 10 minutes devant moi. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des incompréhensions, je suis toute disposée à apporter des réponses. Vous avez la parole.
Alors, première question, je suis en train de... Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Elmas, oui. Vous pouvez le lever la main pour intervenir directement. Oui, c'est le cas. Alors, René Hazard, ne pensez-vous pas que la concurrence et la qualité sont tabous dans le secteur public vu notre réalité? Oui, c'est le cas, mais c'est pas tabou, d'accord? Quand on regardez, il y a des mécanismes, hein. Il y a des mécanismes qu'on peut introduire pour instaurer, je dirais, c'est pas une concurrence en termes de rentabilité, mais plutôt instaurer un semblant de concurrence de manière à améliorer ce que les différents établissements de santé font en termes de prestations de soins. Donc, il y a des mécanismes de new management public qu'on peut introduire pour améliorer l'existant. En effet, il y a des contraintes, il y a la rigidité de la gestion actuelle, mais il y a des outils nouveaux, comme par exemple aller vers le projet d'établissement. C'est quoi un projet d'établissement? C'est pour essayer de modifier ce qu'on appelle le financement. D'accord? Le mode de financement pour négocier. Et pour négocier, je négocie sur la base des objectifs. Et ces objectifs-là, ils doivent être de qualité. Et là, je pourrais apporter un semblant, si je peux dire, de concurrence entre les établissements de santé pour améliorer, bien entendu, l'existant. Cache les questions. D'autres questions? Non? Vous avez tout compris? Je pense que c'est un peu flou, non? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que je rends la main à Almas. Euh, les organisateurs dans le MAS, ils sont là, je leur rends la main. D'accord? Bonsoir, professeur. Bonjour. Bonjour, ça Oui, va? Ça va, alhamdoulilah. Un peu. alhamdoulilah. Ah, moi, tu me connais, j'aime On attend l'interactivité. toujours Moi, des je m'ennuie questions. en ligne. Ah oui. Elle est où? Oui, il y a une autre question? Non, non, on attend toujours les questions, s'il y en a, sinon Ah, tu sais, hein, on attend de l'après-midi, peut-être, c'est un peu. justement, l'après-midi, il vaut mieux le matin. D'ailleurs, même moi, je suis fatiguée. Vous n'avez pas l'air. De toute façon, Non, vous à la بالك, remercie beaucoup pour نعم, je les avoir comprends, je les accepté de faire cette comprends, hein, je les invitation. comprends. Est-ce qu'hier, je les comprends, parler de la certification, on est, Non, c'est toujours des mais c'est informations à toujours voir. bien. C'est Oui, ce que j'ai dit. Il faut jouer oui, sur la perception, sur la culture. Et ça, c'est la sensibilisation, la formation, c'est une première étape. Et croyez-moi, à travers plusieurs formations et encore, pour oui, changer les attitudes et les comportements. Ça ça, demande énormément de temps pour oui, juste avoir l'intention de changer. c'est vrai, c'est vrai. Parce Il n'y a que pas de question. Oui, oui, allez. c'est juste pour vous dire, déjà, c'est un grand pas pour l'école d'avoir abordé ce côté-là de management de la qualité, parce que c'est quelque chose En de effet. nouveau, même à l'échelle peut-être d'autres pays, surtout nous en tant que en voie de développement, le tiers-monde, comme on dit avant. Donc, c'est toujours quelque chose parce que déjà, on a des contacts avec les Canadiens qui ont abordé ce côté d'accréditation et tout. C'est Donc, bien, oui, c'est bien. c'est très important C'est bien, ne c'est très serait-ce que de important. l'aborder. Voilà. De notre côté, c'est déjà quelque chose que, déjà, vous, on vous remercie d'avoir fait cette communication. Peut-être on a pris un peu de temps de votre temps. Donc, on ne peut que vous remercier pour cette Merci à vous. J'espère vous retrouver dans de meilleures conditions. OK? Et avec savoir. une amélioration bah oui, des programmes de Peut-être, formation. Why not? oui, Voilà. une autre communication.
Il y a Voilà, quelqu'un qui me demande l'email, s'il vous plaît, mon mail. vous pouvez le taper au niveau du chat, peut-être qu'ils vont l'avoir. Si Allez, vous je vais pouvez lui le donner communiquer. mon mail. Mon mail, normalement, il était sur le slide, mon mail. Je vais quand même lui. En bas. Ouais. J'ai changé de portable, de PC. Là, c'est pas le mien et